Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va aujourd'hui parler d'histoire en rapport avec mon nouveau bouquin, Les Ryukyu, îles d'échange et de tradition, pour vous parler de la première partie de ce livre qui s'intitule Les études okinawanaises au-delà du Japon moderne. J'évoque, donc dans cette partie qui dure qui s'étend sur plus de 50 pages, j'évoque ceux qui sont considérés comme au fondement de la part moderne donc, de cette discipline, donc Iha Fuyu, Higashiona Kanjun et Majikina Anko. Alors ces trois personnes sont importantes pour l'histoire d'Okinawa, pour la compréhension qu'on peut avoir de la société d'Okinawa et de façon secondaire sur l'histoire même en fait du karaté et on peut dire des kobudo, c'est-à-dire en fait des arts martiaux okinawanais, puisque c'est à partir d'eux qu'il a commencé à y avoir, on pourrait dire, une historiographie sur ces sujets. Donc je vous disais Iha, Majikina et bien sûr Higashi-onna. Alors on va commencer par parler de Majikina. Majikina, il apparaît dans mon bouquin, bien sûr. Il va y avoir une photo de lui qui se balade quelque part. Voilà. Majikina, il est là. Alors Majikina, il faut savoir, ses liens avec le karaté, ils sont assez forts puisqu'il avait écrit une préface pour un livre de Motobu Choki. Donc Choki, on ne revient pas sur lui. Donc en 1925, en fait, Choki prévoyait de sortir un ouvrage. Bon, il en a sorti un autre en 1926. En 1925, Motobu Choki voulait sortir un livre sur l'essence du karaté. C'était le karaté Shinzui. Et Majikina, donc Anko, avait comme ça écrit une préface pour le livre de Choki. Donc c'est quand même pas rien. 2 ans avant, ce même Majikina, dans son livre Okinawa Isen Nenshi, alors moi je traduis ça par 1000 ans d'histoire à Okinawa, donc on est en 1923, dans son livre donc de 1923, Majikina parlait en fait de 2 sortes de bo, donc de bâtons. Il parlait des bâtons de 6 pieds, l'okushaku, et il parlait des bâtons de 3 pieds, sanshaku. Et il avait comme ça une explication qui est en fait très pertinente. Il disait que le bâton de 6 pieds, puisque en fait il replaçait l'utilisation du bâton dans les provinces d'Okinawa, dans les villages. Et il disait donc que le bâton de 6 pieds était l'équivalent à l'utilisation de la lance, tandis que le bâton de 3 pieds était l'équivalent au maniement du sabre. Et c'est tout à fait vrai en fait, parce que vous voyez, le bâton se tient comme ça, et il y a tout le temps, souvent, cette notion de pique, de tsuki, tout simplement. Tandis que le sabre, le bâton est tenu en fait tout au début de l'arme, il est vraiment tenu comme ça, moi je mets mes mains ici, il est tenu comme ça, avec comme ça toute la hauteur donc, du bâton de 3 pieds. 3 pieds, c'est pas beaucoup, 3 pieds c'est 90 cm. Donc on le tient comme ça, voilà. Ça c'est pour Majikina, vous voyez. Ensuite, Higashi-onna, lui, en 1922, on est encore un peu avant, en 1922, déjà ça devrait vous dire quelque chose puisqu'on parle de karaté, en 1922, Funakoshi sortait son premier ouvrage, Karaté, tout simplement. Donc, qui a écrit aussi une préface, apparemment c'était un peu, l'usage, ces Okinawanais qui arrivaient comme ça à la métropole et qui éditaient des livres, qui publiaient des livres, ils demandaient à des intellectuels, des Okinawanais, bien sûr, j'aurais dû vous le dire, bien sûr, mais je pense que c'est évident, Majikina, Iha et Higashi-onna sont des Okinawanais. Donc ils demandaient à des intellectuels, à des spécialistes de l'histoire, de leur faire un petit mot, donc une préface, pour un peu, on va dire, donner du poids, quoi. Donc lui,
Higashi Onna, dans cette préface, il évoque des choses vraiment très intéressantes. Il nous dit que vers 1600, c'est à partir de 1600 qu'il y avait littéralement des ministres. Quand vous voyez le caractère, c'est le caractère du ministre, là, maintenant en japonais, mais en fait, ce n'est pas forcément un ministre, c'est tout simplement un fonctionnaire important. Donc, il nous parle de bujin, c'est ça en fait le terme. Donc, bujin, on pourrait traduire ça par un attaché militaire ou un fonctionnaire, un haut fonctionnaire des armes qui était présent dans les cortèges des Chinois qui venaient à Okinawa, bien sûr, encouragés par le gouvernement des Ryukyu. C'était le gouvernement des Ryukyu, je vous rappelle, qui demandait à ce qu'il y ait comme ça des Chinois, officiellement, hein, c'était les envoyés chinois, qui venaient au royaume, parce que c'était dans l'intérêt du royaume d'avoir comme ça des liens très forts avec la Chine. Donc il y avait comme ça ces spécialistes, on peut dire, hein, ces spécialistes militaires qui venaient à Okinawa. À l'époque, c'était bien sûr les Ryukyu. Il nous parle aussi du kataku sanku. Alors là, c'est une première, puisqu'on est en 1922. À mon sens, je pense, je crois, qu'on n'avait jamais parlé par écrit, que donc ce kata n'avait jamais été évoqué par écrit au niveau de son histoire. Parce que bien sûr, ce qu'il évoque, c'est les notes d'Oshima, hein, les fameuses Oshima Hiki, dont j'ai souvent parlé. J'en parle par exemple dans mon livre Le karaté en 90 dates, par exemple, qui est là. Voilà. Karaté en 90 dates, vous voyez, l'une des premières dates, justement, 1762, je parle donc des notes d'Oshima, Oshima Hiki. Bref, donc il nous dit que dans ces notes d'Oshima, il est noté qu'il y avait un Chinois du nom de Kusanku en okinawanais, mais si on parle en japonais, c'est Koosokun, donc qui connaissait le karaté. Et là où c'est intéressant, c'est que Higashi Onna ne prend pas du tout parti pour écrire le kara dans karaté. Il l'écrit en syllabaire, donc on va dire de façon phonétique. Il n'y a pas soit la main de Chine, soit la main vide. Lui nous parle tout simplement de la main qui est kara. Donc après, c'est à nous si on veut dire que c'est chinois ou si c'est vide, puisque c'est phonétique. Et la dernière donc, personne, le dernier intellectuel important, c'est Ihafuyu. Alors, Ihafuyu, c'est quelqu'un qui s'était pareil intéressé un peu moins, lui, au karaté par rapport à Higashi Onna. Lui, il s'était plus penché sur cette problématique vraiment des armes au Ryukyu. Et il en parle dans plusieurs ouvrages, hein, en 1922, en 1926, je crois encore en 1932. Donc en 1922, c'est dans le livre politique des anciennes Ryukyu, hein, Ko-Ryukyu no Seiji. Et il développe donc une théorie qui veut que c'était le roi Shōshin, donc au XVe siècle, qui avait interdit les armes pour, entre guillemets, pacifier son royaume. Et il nous dit aussi que c'est à la suite de l'invasion de Satsuma, donc après 1609, que les armes ont été interdites au Ryukyu. Donc il y a deux axes. C'est ça souvent qu'on dit, que c'est à partir des Japonais, on va dire, pour faire simple, du XVIIe siècle, que les armes ont été interdites au Ryukyu. Non, ça avait commencé avant, c'était le roi, donc on peut dire Ryukyu I, donc un homme d'Okinawa, lui-même, qui avait interdit les armes. Mais c'est interdit, il faut savoir ce que c'est en fait que cette interdiction. Les armes n'étaient pas interdites réellement, elles étaient contrôlées, tout le monde n'en avait pas en effet, mais les gens de la noblesse, tout ce qui était bien sûr, on va dire, garde, agents de police, avaient toujours des armes. Ils avaient toujours des sabres, que ce soit des hallebardes. Il suffit aussi de regarder, là on parlait il y a quelques minutes des parades, donc il y a des représentations de ça, il y a des peintures, aussi bien donc quand il y avait les Chinois qui venaient, mais aussi quand les Okinawanais partaient eux à, on va dire, la métropole, j'allais dire, mais non, là c'était vraiment le Japon. Quand les Okinawanais partaient donc aussi bien à Satsuma que à Edo, donc Satsuma pour voir
eh bien, les Shimazu et à Edo pour voir le shogun, eh bien, pareil, dans leur cortège, il y avait des gens en armes, hein, tout simplement. Les armes, c'est partout pareil, c'est pas que des sabres, c'est pas que des épées, c'est aussi bien des hallebardes, c'est des lances. Voilà, il suffit de regarder les représentations de ce qui se passait même au château de Chouly en, j'en sais rien, 1750 par exemple, ou 1800. Il y avait vraiment des gens qui tenaient des armes, quoi, c'est-à-dire des objets qui cassaient, qui coupaient, qui transperçaient, donc souvent métalliques, avec souvent comment dire, un grand manche. Donc c'est des armes, hein, voilà. Mais Ira, lui, il nous dit quand même que avec donc au cours de ces deux étapes, donc roi Shōshin, puis après l'invasion de Satsuma, il n'y avait plus d'armes en fait, plus d'armes du tout au Ryukyu. Et ça a été repris ensuite par Funakoshi Gichin, ça a été repris ensuite par Nagamine, et ça a donné vraiment beaucoup d'incompréhension, beaucoup de malentendus, ce qui a fait qu'on a dit oui, il n'y avait pas d'armes à Okinawa, donc anciennement Ryukyu. C'est pour ça que le karaté, donc où il n'y avait pas d'armes, s'est développé, et c'est pour ça d'un autre côté que les kobudo, donc c'est-à-dire des armes qui n'ont pas l'air vraiment d'en être, hein, fléau, tonkwa, donc c'est-à-dire ce qu'on nous dit à tort qui est une poignée de meule, rame, voilà. Donc des objets, on va dire, du quotidien comme ça, ont été détournés pour en faire des armes. Non, tout ça, c'est pas vrai non plus. Puisque de toute façon, à la base, il y avait des armes, fondamentalement. Voilà, elles étaient juste contrôlées. Donc Ira, il n'a pas forcément rendu service à la compréhension et à la bonne connaissance de l'histoire, justement, on va dire, martiale à Okinawa, ce qui a donné ensuite le karaté et les kobudo au cours du XXe siècle. Voilà, donc mon livre, eh bien, il est disponible ou il va sortir, ça dépend quand est-ce que vous verrez cette vidéo, courant septembre. Donc si vous en voulez un exemplaire dédicacé, bah, vous me faites signe. Il y a tout ce qu'il faut en description de la vidéo pour me contacter. Sinon, vous le trouvez classiquement sur Amazon ou chez les bons libraires, je ne sais pas. Je pense qu'on a fait le tour. Merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt.